Bienvenue dans ce podcast où on va aborder des questions brûlantes sur le game de l'infoprenariat. Je vais vous en partager quelques-unes pour vous donner envie. On va parler des club deals, pourquoi ils se développent de plus en plus, quel est leur business model. Ensuite, on verra la trend des challenges en 2025, on a vu ça de partout. Mais qu'est-ce que ça va être en 2026? On verra l'high ticket, le low ticket, qu'est-ce qui fonctionne vraiment avec notre regard. Pourquoi le delivery est autant délaissé par certains infopreneurs? Il y a beaucoup de promesses, mais des fois, les résultats des clients sont pas aussi convaincants que le marketing. Et enfin, 5, c'est un sujet dont on parle peu, mais qui est de plus en plus important, cash is king. Quelles sont en fait toutes les erreurs que les infopreneurs peuvent faire pour gérer leur cash? Donc, pour aborder ces questions, j'ai un guest. Jérôme, vas-y, présente-toi. Merci David. Alors je me présente, je m'appelle Jérôme, j'ai 43 ans. Pour faire un petit résumé de ma vie, je viens du milieu de l'industrie. Premier job, c'était ingénieur de production. Donc mon rôle, c'était de réhabiliter les zones de production pour les rendre plus efficientes. Dans d'autres termes, c'était de faire plus avec moins de personnes et moins d'énergie. Donc, Bon, virer des personnes, en plus simple. mon job, c'était pas celui-là, mais la résultante de ce que je faisais à la fin, c'est qu'on avait trop de personnes pour faire la même chose. Ok. Bon, c'est un sujet qui m'a pas plu longtemps. J'ai fait ça 5 ans et quand je me suis pris, j'ai pris conscience de ce que je faisais, j'étais pas forcément aligné, donc j'ai créé ma boîte. Un peu fou à l'époque, je me suis dit, tiens, rien n'est impossible. Je me suis lancé dans un secteur qui était très particulier, on va pas rentrer dans le détail, mais qui est le nucléaire. Mhm. Donc on faisait du développement électronique pour le secteur nucléaire. Et comme on aimait bien les choses impossibles, on a été dans un secteur qui était très très difficile. Pendant 5-6 ans, je ne sais plus réellement combien d'années on a gardé la boîte parce qu'à la fin on a vendu les actifs. Mais globalement, j'ai fait toutes les erreurs qu'on pouvait faire dans une boîte industrielle, toutes les erreurs qu'on peut produire aussi dans l'infoprenariat. Pas bien gérer son cash, pas bien gérer ses associés, pas bien gérer les levées de fonds, pas bien gérer la production. Bref, j'ai fait tout un tas d'erreurs. Malgré tout, on a réussi à faire une belle boîte. À la fin, ça s'est mal placé parce qu'on avait un client trop important dans notre panier qui était EDF. Mhm. Et donc, on a dû, de façon un peu contrainte, de vendre les actifs à EDF et de liquider la boîte. À la suite de ça, je me suis mis consultant. Alors, pourquoi consultant? Parce que, justement, on était une petite structure, peu de moyens. Et donc, on a dû développer des skills, justement, pour pouvoir être aussi bien dans la production que dans la vente. Et donc, j'ai commencé à regarder un peu ce qu'ils faisaient aux États-Unis à l'époque, dans tout ce qui était marketing direct. Mhm. Donc, on a mis en place des choses qui n'existaient pas dans le milieu de l'industrie, de type une newsletter. À l'époque, ça n'existait pas. On faisait beaucoup de hacks aussi. On faisait des publications sur des revues spécialisées. Mais au lieu de faire comme tout le monde, de faire des petits encarts avec acheter notre produit, nous, on faisait, newsletter sur tel sujet. Et donc, finalement, derrière, on récupérait beaucoup plus de leads. Donc, d'ailleurs, ça a même énervé certains éditeurs parce qu'ils se sont rendus compte qu'on récupérait jusqu'à des fois 15, 20, 30% de leur base sur une publication qui coûtait 500 euros. Donc voilà, au fil des temps, j'ai développé cette compétence. Quand j'ai arrêté notre boîte sur le nucléaire, je me suis lancé en consultant parce qu'on me demandait justement, dans le secteur, Mhm. comment mettre ce qu'on avait mis en place chez nous, chez eux. Ok. Donc j'ai été quelques mois dans l'industrie, très compliqué, très long en prise de décision. Et quand tu es consultant, tu as besoin de faire entrer de l'argent tout de suite. Donc, d'une manière un peu détournée, je suis tombé dans le milieu du consulting, puis de la formation. Ah, t'es tombé dans le bain après de... Tout de suite après, Ouais. formation professionnelle, donc Ouais. tout ce qui était lié au financement public. Et puis depuis 10 ans, je suis consultant pour le secteur de la formation, on va dire d'un aspect général, aussi bien infoprenariat que la formation professionnelle, même si c'est deux mondes complètement différents. Et ce qui est super intéressant dans ton parcours, c'est que tu as touché à tout. À tout. Tu as à la fois fait des webinaires, du marketing, tu as à la fois fait plus un rôle de CEO. Peut-être tu peux en parler très rapide, en 30 Ouais. secondes. J'ai commencé d'un point de vue technique, Ouais. mise en place de tunnels. pubs, Alors même au début, c'était du mailing, Ouais. parce qu'on voyait que les bases n'étaient pas forcément, les bases mail n'étaient pas Ouais. bien exploitées. Puis en fait, je faisais des campagnes mailing et puis mon client me disait, ouais, mais on a beaucoup de rendez-vous, mais on ne sait pas les convertir. Donc j'ai commencé après à aller vers la partie commerciale et puis après, la base s'étouffe. Donc il faut faire venir du 109. Donc j'ai été vers de la pub, puis après vers du tunnel. Et en fait, petit à petit, j'ai pris toute la verticale parce qu'on se rendait compte que à l'époque où j'ai démarré, il y avait très peu d'acteurs en freelance qui maîtrisaient le sujet et très peu de boîtes qui maîtrisaient complètement le système d'acquisition. Et après, plus un rôle un peu de CEO. Ouais, après j'ai été alors CEO en termes d'opération. Oui. Et puis en fait, je me suis rendu compte aussi avec mes clients que l'opération c'est bien, mais si la stratégie de fond elle n'est pas bonne,
bah, en fait, tu es en train de scaler quelque chose qui est voué à mourir. Donc, après, je me suis mis aussi accompagnant de CEO, donc Hmm. d'un point de vue stratégique et opérationnel, mais tout ça dans le cadre de 10 ans. Donc pour moi, tu as un peu t'as à la fois le marketing, la vente Ouais, que tu connais, à la fois ouais, les opérations oui, et à la fois la finance, on va dire ouais, finance stratégique, ouais. comprendre comment vraiment une boîte fonctionne. Ça, c'est une passion aussi, hein. La finance, moi, c'est une Oui, passion. c'est en plus une passion que tu Voilà. développes. Ouais. Pourquoi on fait ce podcast-là? Parce que, bon, déjà, tu parles sans langue de bois, tu arrives à avoir un regard critique. Tu as aussi participé, je pense, à des dizaines de masterminds, tu connais beaucoup, beaucoup de gens, tu connais Mm, les vrais chiffres. Et du coup, tu as un regard où t'es pas biaisé. Enfin, voilà, mm, l'idée, c'est que tu partages. Et voilà, enfin, à chaque fois qu'on se voit, tu me partages tes regards. Et donc, du coup, on a décidé de faire ce podcast. Et moi, du coup, rapidement, j'ai une agence de webinaire et de challenge. Et j'ai accompagné à peu près 25 clients. Et donc, j'ai aussi un regard, on va dire, tu vois, on va parler de l'étiquette, de l'étiquette. J'ai vu des clients dans les deux cas, etc. Je vais pouvoir partager finalement les vrais chiffres parce qu'il y a toujours l'affiché, puis il y a ce qu'il y a derrière. Donc, on a tous les deux ce regard-là quelque mm. part. On démarre avec la première question. Les club deals. Donc, il y en a de plus en plus. Pour moi, aujourd'hui, le plus connu, c'est celui d'Anthony Bourbon. Il y a eu Hakim Benotman qui en a lancé un. Il y a Eric Larchevêque qui est en train d'en lancer un en ce moment. Il y en a plein d'autres qui sont en train de lancer. Ma première question, c'est quoi leur business model? Aujourd'hui, comment ils gagnent de l'argent avec les club deals, ces personnes-là? Alors, je vais prendre ma casquette d'investisseur parce que j'investis beaucoup d'argent en Mhm. bourse. Et donc, les club deals, c'est en fait finalement, c'est investir dans ce qu'on appelle du private equity, donc des financements privés de sociétés qui n'ont pas ouvert leur capital. Et le club deal, en fait, c'est une structure qui permet justement de détecter des deals et de faire participer normalement des personnes extérieures dans ce deal-là. Avant même de se poser la question comment fonctionne un club deal, j'aimerais me poser la question, c'est comment on en est arrivé à ce qu'aujourd'hui les club deals deviennent quelque chose qui est dans le trend, c'est-à-dire qui est devenu à la mode. Il y en a Mhm. eu un qui est Green Bull, c'est un des premiers que j'ai vu de l'infoprenariat Mhm. passer à du club deal. Puis après, il y a eu Anthony Bourbon et plein d'autres. Bah, en fait, je pense qu'ils suivent des tendances et ils suivent l'argent. Il y a une dizaine d'années, fallait amener du particulier vers un milieu qui n'existait pas, qui était la formation. Ouais. Puis le marché est de plus en plus éduqué. Mathématiquement, ces gens-là ont formé énormément d'argent, de personnes qui ont fait de l'argent, justement. Et donc, ils suivent l'argent. Ils voient que bah, le cycle de l'infoprenariat devient un peu plus concurrencé. Mhm. Donc, ils suivent l'argent. Et l'argent, en fait, aujourd'hui, quand tu fais une analyse du patrimoine français, tu vois que les livrets sont en train de dégueuler d'argent. Tu prends les livrets A, etc. Ils n'ont jamais été aussi hauts. Et donc, ils se disent, bah, comment je peux aller chercher et capter ce flux-là? Par quels moyens? On est arrivé au bout d'un cycle de l'infoprenariat, etc. Donc, ils se sont dit, tiens, ces gens-là qui ont une éducation financière, et en règle générale en France, l'éducation financière n'est pas apprise à l'école, donc elle est très faible. Bah, comment je vais aller capter cet argent-là? Et puis, potentiellement, comment je vais pouvoir en tirer profit, donc celui qui invente le club, et puis celui qui va participer. Donc, pour moi, la naissance, c'est en fait, on suit le flux et Les- l'argent. Ok, mais pourquoi donc, tu veux parler de la demande, du coup, pourquoi les Français sont friands de ces club deals? Qu'est-ce qui Parce que les c'est top? nouveau. C'est nouveau. La Ouais. promesse, elle est forte. C'est quoi la Que promesse, du coup? la promesse, en fait, le private equity, si tu prends les stats, sur les 15 dernières années, c'est à peu près 22% de rendement. Ok. En moyenne. Après, tu as différentes classes. Tu as des private equity spécifiques sur certains marchés, d'autres sur du LBO, etc. On ne va pas rentrer dans le détail, ce serait trop compliqué, ce n'est pas le sujet de la chaîne. Ouais, globalement, la promesse, elle est assez simple. C'est bah, viens investir avec moi, mets de l'argent. Ton argent aujourd'hui il dort dans un livret qui couvre même pas l'inflation. Avec moi, tu vas gagner plus d'argent et tu vas faire fructifier ton patrimoine. Ça, c'est la promesse. Ouais. Et après, tu as une promesse sous-jacente, parce Oui. que c'est toujours intéressant d'aller au-delà de la partie rationnelle financière. C'est que les gens, depuis le Covid, sont complètement isolés. Mhm. On a arrêté en grande partie les événementiels, le présentiel, etc. Et donc, la deuxième sous-proposition des club deals, c'est bah, fais partie d'une grande famille sur un sujet que tu ne maîtrises pas, mais qui est hyper hype. Ouais. Et donc, tu vas découvrir avec nous des sujets que tu n'aurais pas imaginés. On va te permettre de te former à la finance. Et puis, on va te permettre aussi de faire des rencontres avec des gens qui vont avoir à peu près le même niveau que toi, sur lequel tu vas pouvoir aussi peut-être faire du deal. Donc, c'est investi avec nous. Et puis, en gros, c'est aussi un groupe de personnes qui vont pouvoir après faire du deal en dehors. Ça, c'est la promesse initiale. Il y a ce sentiment de faire partie d'un groupe. Parce qu'en fait, si on se remet au niveau du français, enfin, c'est un peu toujours le même truc, hein, mais le client idéal pour ce genre de programme, c'est un français qui est salarié ou pas, ou entrepreneur, mais qui se sent seul
et qui a envie de rentrer dans des cercles un peu plus avancés avec des gens qui ont le même mood, etc., pas les mêmes personnes qu'ils rencontrent. Donc, effectivement, tu as ce sentiment-là et tu as aussi la posture comment dire, de la figure, tu vois, rejoindre en fait des deals d'exception en rejoignant des entrepreneurs à succès, etc., qui sont connus. Par exemple, un Éric Larchevêque, c'est quand même un sacré nom dans l'entrepreneuriat, tu vois, de se dire je rentre dans un cercle, je vais peut-être pouvoir le rencontrer. Il C'est ça. doit probablement avoir accès à des deals que moi, en tant que particulier, j'aurais jamais accès Mm. parce qu'il connaît tout le monde. Enfin, c'est ce que je pense, se dit le Tu prospect. fais partie comme les gens qui achètent des iPhones à la base, tu fais partie d'un groupe. Mm. Et en effet, là, tu cites des gens qui ont une autorité sur le marché qui est assez forte. Quand tu fais qui va être mon associé, Mm. bah, je crois que c'est 1,5 million ou 2 millions Ouais. sur les meilleures émissions. Alors, Éric Larchevêque, il a, je trouve, une stature un peu plus neutre que Anthony Bourbon, mais Anthony Bourbon, lui, il s'est développé un personal brand qui est assez clivant, Mm. avec un angle qui est assez agressif, hein, après, qui est propre à lui-même. Ouais. Et donc, les gens espèrent peut-être aussi le rencontrer, mais en tout cas, ils peuvent dire, le jour où ils mangent avec des amis, bah, je fais partie du groupe d'Anthony Bourbon. J'investis en même temps que lui. J'investis avec lui. D'ailleurs, quand il vend son club deal, il dit investissez auprès de moi, Ok, à côté de moi. J'investis avec vous. Donc, il y a une appartenance à une autorité. ok. La promesse, elle est folle, honnêtement. Elle est forte, ouais. Franchement, elle Elle est forte. elle donne super envie. Et donc, du coup, comment ils gagnent de l'argent? Par Euh, qui? Bah, les club deals. Les club deals, chaque club deal aura son Ouais. modèle économique. Mais globalement, il y a différentes manières de rémunérer. Mais en règle générale, de ce que j'ai vu de mon expérience, c'est que tu as un ticket d'entrée Mhm. qui te permet de rentrer dans le club. Puis après, ils te présentent des deals que tu fais ou que tu fais pas. Tu rentres dans le deal. Si tu rentres dans le deal, bah, tu vas remettre au pot. Ouais. Et puis après, chaque année, tu auras des fees donc, pour le management, pour la gestion. Mhm. Et puis après, tu as certains deals qui te prennent aussi sur ta plus-value à la fin, un Ok. pourcentage. Tu l'as acheté 100, tu le vends 200, ils prennent 20, 30, 40% de la plus-value, moins tes frais de gestion annuels, moins ton ticket d'entrée. Ticket d'entrée, il faut bien le rappeler, le ticket d'entrée, de ce que j'ai vu une fois de plus, hein, c'est pour rentrer sur les deals pendant, par exemple, 1 an. Ouais. Mais ça t'empêche pas que tu n'as pas l'obligation de payer ce ticket d'entrée tous les ans. Oui. Tu dois payer ce ticket si tous les ans tu veux faire des investissements. Pour et que tu veux accéder aux lisser. deals pendant la Ouais, période. ouais. Ok, ok. Mais il y a une chose qui est importante, hein, c'est que dans ce genre de financement, la durée moyenne de retour sur le capital, c'est entre 5 et 7 ans. On est plus proche des 7 ans. Ouais. Donc voilà, on met de l'argent aujourd'hui avec un espoir que dans 7 ans, le portefeuille global fasse une performance. Mais ce qui est en réalité pas tout le temps le cas. Parce qu'il faut savoir que dans ce deal-là, on va rentrer, on va pas rentrer dans la partie technique, mais on va rentrer juste sur un premier niveau. Mais souvent, c'est des startups, des boîtes nouvelles dans les clubs que tu as cités. Mhm. Donc, tu as quand même un risque qui est important. Ouais. Donc, globalement, il faut que dans la globalité, que tu aies un certain nombre de succès qui viennent compenser tous les frais. Parce que tu peux investir, et le problème de ce modèle économique, c'est que tu peux investir, tu peux payer des frais, tu peux payer plein de choses, mais à la fin, tu peux ne pas gagner d'argent. Ok. C'est ça qu'il faut bien se mettre en tête, et avec un retour sur 7 ans, 7-8 ans. Oui, parce que contrairement à une boîte de private equity, tu me diras si je me trompe, mais imaginons il me semble que ça s'adresse à des gens qui ont plus d'argent aussi. Ouais, Normalement, l'accès au private equity, c'est géré par des banques d'affaires, Ouais. en règle générale, ou des boîtes spécialisées. Tu en as comme Kima, etc., Ouais. mais qui est le groupe de C'est quoi le ticket Xavier. minimum? Ça va dépendre. Mais c'est Ça va genre dépendre, mais ça se compte 50, 100 en 000. centaines de 100 milliers 000. d'euros. Ouais. Donc c'est quand même moins accessible parce que ces club deals, là, tu peux. C'était. Parce que maintenant, Ils vont avoir la. Ok. maintenant on Ils a vont- tendance. C'est un peu comme accéder à une assurance vie luxembourgeoise. Avant, c'était 1 million, après c'est passé à 500 000, et puis maintenant tu vois Oui, d'accord, des ok. boîtes qui te permettent d'y accéder à partir de 100 000 euros. Ouais, c'est Donc, plutôt- c'est le une marché bonne chose. entraîne. Ouais, c'est Ouais. une bonne chose, mais en fait, c'est obligatoire. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut comprendre pourquoi le private equity et les club deals ont besoin du retail, du particulier. Parce qu'en fait, ça fait 2-3 ans que les banques qui finançaient jusqu'à présent, avant tu finançais par les banques ou par des gros fonds, se détournent de ce type d'investissement. Il y a moins de flux, il y a moins Ouais. d'argent. Ouais. Donc le private equity, il y a 3 ans, il s'est cassé la gueule. Ouais. Parce que globalement, déjà, on a eu une expérience sur les 10 dernières années. Donc on a déjà eu un tour complet.
et que le résultat n'est pas toujours à la hauteur des promesses. Et donc, depuis 3 ans, il y a moins de liquidités. Et puis, les investisseurs sont plus frileux. Donc, ils demandent... avant, on avait un paradigme où on disait on cherchait la licorne. Donc, forcément, la boîte qui valorisait 1 milliard. Donc, une valorisation, ça veut strictement rien dire. Mais pour eux, c'était le repère. Puis maintenant, ils cherchent des boîtes, ce qu'ils appellent des centaures, qui génèrent de l'argent. Donc, on a découvert en 15 ans qu'une boîte, in fine, ce serait bien qu'elle gagne de l'argent. Mais c'est quand même dingue. Des gens qui sont spécialisés dans la finance se sont dit, tiens, ce serait bien qu'on gagne de l'argent. Donc, comme il y a moins de liquidités, que les banques et tout l'écosystème commence à ralentir, on a besoin de faire rentrer de l'argent neuf pour financer toutes les startups, etc. Donc, c'est pour ça qu'on tend de plus en plus vers le retail, le particulier. D'accord. Parce qu'il y a une masse d'argent. Il y a une éducation qui est plus faible et donc fondamentalement c'est là où il y a besoin d'avoir un encadrement assez fort parce qu'il y a des gens j'en ai côtoyé qui ont mis des grosses sommes, voire même des sommes excessives par rapport à leur patrimoine, justement avec le seul bénéfice de globalement je vais faire 22%. Okay. Et ça, c'est pas la réalité. Ok. Juste une petite différence. Donc, sur ces boîtes de private equity, il me semble que, imaginons, donc, tu mets 100 000 euros, eux ensuite vont faire leur portefeuille et toi, tu as une perf sur le portefeuille global. Alors, tu as deux. C'est soit tu es en piloté, soit tu es en non piloté. Je crois, en tout cas, les premières versions, parce que je n'ai pas suivi jusqu'à maintenant, mais les premières versions, par exemple, d'Anthony Bourbon, c'est qu'il te donnait accès à un club deal. Toutes les semaines ou tous les mois, il t'envoyait des deals que lui avait sélectionnés. Et c'est toi qui décidais de rentrer ou pas. C'est ça que je veux dire. C'est justement que dans les clubs deals, c'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Alors qu'il me semble que sur le private equity, je veux dire, les banques d'affaires... En règle générale, c'est eux qui... C'est plus piloté. Pour moi, ça comporte du risque aussi, du coup. Ça comporte du risque. Et en plus, tu fais venir des gens qui n'ont pas souvent, pas toujours, l'analyse financière pour pouvoir entrer dans ce genre de deal. Voilà. Donc c'est là où ça commence à être dangereux. Moi-même, j'en avais fait il y a, je pense, quelques années. Tu vois, j'avais pris du Blablacar et j'avais pris 2 petites startups. Tu vois, sur les 3, j'en ai 2 qui ont sauté et j'en ai une qui est encore valable. Mais bon, je le savais déjà, tu vois. Mais c'est vrai que de prendre des actifs hyper risqués et d'en prendre qu'un seul, ça me paraît risqué. Enfin, pour moi, si tu te mets dedans, tu dois en prendre au moins 5-10 pour, tu vois, sauf si tu as une forte conviction. Mais bon, voilà. Je vais pas raconter parce que je suis pas un expert. Je te donne l'exemple de Kima, qui est le fonds de Xavier Niel. C'est Jean de la Roche-Brochard qui fait partie de l'équipe. Eux, ils ont un scénario qui est simple, c'est qu'ils essaient d'investir partout. Oui. Comme ça, en fait, c'est l'équivalent d'un ETF. Ils inhibent le risque en disant, je sais que ce marché-là, globalement, il va croître de 15-20%. Si j'investis partout, je vais prendre la croissance globale. Exactement. Le risque, c'est que si tu investis sur 5, mais tu n'investis pas sur les 5 bonnes, fondamentalement, tu as perdu ton argent. Exactement. Et tu vas investir sur la 6e, et c'est peut-être cette 6e-là qui va te faire ton profit à la fin. Donc, c'est là où, quand tu n'as pas d'expérience, ça peut être compliqué de rentrer dans des clubs deals. Toi, tu vois comment le marché. Donc, on a vu un peu une des faiblesses, c'est que peut-être le marché n'est pas encore éduqué. Mais après, on est sur des périodes assez longues, 5-7 ans. Donc, avant que les gens se rendent compte, ça peut être dans les deux sens. Ça peut être ils mettent dans des boîtes et ça va cartonner. Et du coup, ça va faire des success stories de malades. Comme ça peut moins bien marcher, peut avoir un retournement, etc. Comment tu vois, toi, le marché évoluer là, rapidement, en 30 secondes ou en 1 minute, ou c'est quoi un peu tes Ça va se développer. Pour moi, ça va se développer parce que justement, tu as un horizon de temps qui est suffisamment long pour pouvoir faire entrer un maximum de personnes. Pour moi, ça va se développer parce que c'est à la mode, c'est mené par des gens qui sont influents et que fondamentalement, les gens aiment bien suivre des mouvements. Après, on se donne rendez-vous dans 7 ans, dans 8 ans, et on verra, et on en tirera autour d'une tagine. Autour d'une tagine. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce mode d'investissement, on est plus proche du pari sportif ou du gambling que de l'investissement. Parce que déjà, investir dans des boîtes comme Google, Apple, etc., c'est compliqué. C'est compliqué, il faut analyser, etc. Mais investir dans une boîte qui ne gagne pas d'argent sur un PowerPoint, avec une vision sur quelque chose qui fondamentalement peut se passer ou pas du tout, comme l'IA. Je te donne un exemple, l'IA, qu'est-ce que ça va faire dans 5 ans ? Personne ne sera capable de te dire. Non, c'est des paris, c'est vrai. C'est des paris. Pour moi, c'est du pari. Si tu mets une petite partie et que fondamentalement, ton but, c'est de faire partir d'un club et de mettre des petites sommes en mode je suis prêt à les perdre, bon, il n'y a pas de sujet parce que tu vas forcément te développer en termes de compétences. Par contre, investir des gros billets là-dedans, bon, là, c'est une aversion au risque que j'ai pas, moi. Bon, pour conclure, je mets juste une petite note. On n'est pas dans l'intérieur de tous ces club deals. Et je ne suis pas investi là-dedans. Voilà, on n'est pas investi dedans. Certainement, certains sont top, certains moins bien, mais voilà, on n'a pas plus d'infos. On essaie de donner plus un regard extérieur. Voilà, extérieur, global. Voilà. On m'avait dit la même chose. On m'avait dit il y a quelques années, quand le NFT était en train de pumper de fou,
viens investir dans le NFT. Moi, j'ai dit, moi, je comprends pas le truc, j'investis pas. Et on m'a à l'époque dit, en fait, tu comprends rien à la finance. Aujourd'hui, avec du recul, j'ai bien fait parce que fondamentalement, il y a plus de gens qui ont perdu que gagné. Ouais. Puis après, il y a eu les shitcoins. Les shitcoins, tout le monde me disait, il faut investir dans le shitcoin, c'est l'avenir. Et puis on me vendait des scénarios marketés, etc., du jeu vidéo, les chaussures que quand tu marchais, tu gagnais de l'argent, etc. Il n'y avait pas de, pour moi, de raison économique derrière. Donc, je n'ai pas investi. Bon, on voit l'avenir du shitcoin, ça s'est écroulé. Le private equity, pour moi, c'est encore différent. Ça peut fonctionner. Après, une fois de plus, tout dépend. Ça dépend comment c'est fait, parce que pour le coup, private equity, ça a toujours existé. Ça a toujours existé, ça existera toujours. Voilà. C'est après qui va mener le fonds, qui va avoir les bons deals, exactement, voilà, ouais. et qui va gagner de l'argent à la fin. Voilà. Il va forcément y avoir quelques-uns qui vont cartonner. Ok, deuxième sujet, c'est le mot qu'on entend parler, qu'on entend chez tous les infopreneurs. C'est impossible d'aller sur Instagram sans avoir une publicité tous les jours. Ce sont les challenges. En 2025, ça a démarré. Bon, certains vont dire que ça a toujours existé. Si on reprend le dernier cycle, en 2024, il y en a eu pas mal. En 2025, il n'y a eu que ça. Question, est-ce que tu penses qu'il va y toujours en avoir en 2026 je suis biaisé parce que j'ai une agence de webinaire et de challenge. Donc évidemment, je ne vais pas vous dire, il n'y en a plus du tout. Mais en tout cas, on peut apporter un regard critique. En tout cas, toi, tu t'en fais pas. Donc, Moi, je ne suis pas biaisé parce que je travaille autant dans des boîtes qui font des challenges qu'ils n'en font pas. Ouais. Et je vois un panorama à 360 du secteur. Bon, bah, parfait. Ma réponse, ça va être plus catégorique. C'est je ne vois pas pourquoi il n'y en aurait pas. Ouais. Parce qu'on est, on est dans une hype. Et que pour l'instant, en fait, on n'est pas encore arrivé à un niveau où on a saturé le marché. C'est-à-dire qu'à chaque nouvelle tendance, il y a les gros infopreneurs qui le consomment pour vendre leurs propres produits. Ouais. Et puis, on n'est pas encore arrivé à tomber sur des formations, ou en tout cas en volume, de gens qui vont t'apprendre à faire des challenges. Donc, on descend dans le niveau, dans l'échelle de valeur. Donc, tant qu'on ne sera pas arrivé à je t'apprends à vendre tes produits et par challenge et t'apprendre à faire du challenge, ça veut dire que le système va fonctionner. Et on est vraiment encore en haut de la pyramide. Je veux juste répondre là-dessus, parce que c'est super intéressant. Il y a deux acteurs qui sont assez gros, qui ont tenté de vendre des challenges et qui ont la crédibilité pour le faire, mais ils n'ont pas réussi. Et c'est peut-être ça qui va sauver les challenges. Mais parce que le marché n'était pas encore mature pour Exactement. descendre à un le niveau marché n'est pas assez mature, mais surtout, le mécanisme pour, on va dire, hormis tu vois, les infopreneurs un peu installés, il paraît trop compliqué par rapport à d'autres mécanismes. Et c'est ce qui... En fait, le mécanisme n'est pas assez sexy. C'est-à-dire que les gens, tu leur dis, tu vas faire 5 jours, tu vas faire 4 heures de live, il faut mettre en place 72 automations, il faut écrire 30 emails, machin, ça va te coûter au moins X de setup. Les gens se disent, non, attends, je vais peut-être juste faire un petit webinaire, en fait, ça me va très bien. Donc, comme le mécanisme n'est pas assez sexy, j'ai deux acteurs en tête qui ont essayé de vendre, etc., et ils n'ont pas réussi. Donc, voilà, juste pour rebondir là-dessus. Je te pose la question, c'est quoi la différence entre ce qu'on faisait en 2015, qu'on appelait les lancements orchestrés de Jeff Walker et de Sébastien le Marketeur? Tu vois ce que c'est ou pas? Oui. Ouais. Parce que tu n'étais pas encore sur le marché, je crois. Non, je n'étais pas du tout sur le marché à l'époque. Donc, c'est quoi la différence entre un lancement orchestré et un challenge? Pour moi, il n'y en a pas. Lancement orchestré, c'est tu faisais une vidéo tous les jours. Ouais. Alors, c'était en asynchrone, c'était pas en webinaire. C'est ça. Mais globalement, tu avais encore le chat en dessous qui te permettait de créer machin. Tu avais des exercices. La seule différence, c'est qu'on a rendu 3 VSL à 3 jours, un machin avec le challenge. On les a rendus dynamiques. Exactement. Bah, c'est ça la différence. Et on a mis un Discord autour pour créer de l'engouement, de la gamification. Voilà. Mais globalement, c'est le challenge, c'est la prolongation du lancement orchestré. Mais pourquoi ça n'a pas pris? Parce que je pense, et d'ailleurs j'en parlais avec un client qui voulait se lancer là-dedans, c'est qu'on n'a pas encore modélisé. Il n'y a pas encore un acteur qui a modélisé exactement comment faire 1, 2, 3, 4, 5. Il y a des patterns, on n'a pas encore modélisé jusqu'à faire des scripts, des prompts et des... C'est encore de la prestation qui est consommée et on n'est pas encore arrivé en dessous. Ça n'a pas encore été bien rodé. C'est pour ça que je pense qu'il y a une hype, il y a des gros chiffres de vente, après de marche, c'est autre chose, mais on n'est pas encore du tout au bout. Je ne vois pas pourquoi ça ne marchait pas. Ouais, je suis d'accord. En 2026. Par rapport au lancement orchestré, pour moi, la différence, c'est vraiment le côté expérientiel. Pour en avoir fait plusieurs là, pour des clients, tu as littéralement des gens qui, au début, nous disent... j'étais vraiment sceptique, je me disais encore un truc et tout ça. Et au bout des 5 jours, dans les commentaires, les gens qui disent c'était dingue, j'ai vécu des émotions, j'ai échangé avec d'autres personnes, je suis heureux enfin de me lancer, de trouver le bon programme pour moi, etc. Ça, pour moi, sur un lancement orchestré avec de la vaisselle, tu pouvais difficilement l'avoir. Tu pouvais pas créer cette émotion. Là, nous,
Tu vois, les clients, ils font 2 heures de FAQ à la fin. En fait, tu peux vraiment poser tes questions au créateur, etc., sur le programme, sur tout ce que tu veux, tes objections, ta situation personnelle. Donc ouais, c'est ça, hein, le gros point fort. On commence comme en 2024 et en début 2025. Il y a eu, par exemple, Yumi Denzel qui a fait un challenge qui était monstrueux. Ça a fait beaucoup parler et ça a donné envie à beaucoup de personnes. Il y a quand même eu quelques challenges. J'ai eu des échos par-ci par-là de challenges qui ont été un petit peu des fails où tu vois, tu mets des gros budgets et en réalité, à la fin du compte, tu vois. Donc, il a commencé à avoir quelques fails, on va dire. Tu vois, c'est plus comme avant où on va dire c'était 100%. Enfin, limite, le mécanisme était tellement puissant, tellement frais que ça cartonnait. Tu commences à avoir quelques fails, c'est-à-dire que tu dois faire un bon challenge maintenant pour pouvoir gagner de l'argent, ce qui est, on va dire, plutôt normal en réalité. Mais ça reste un format qui est tellement puissant qu'en réalité, même sans avoir forcément beaucoup d'organique ou tu vois une grosse base, etc., tant que tu avais déjà un market fit, il va te permettre d'accélérer. Tu vois, moi, ce que je vois qui est vraiment puissant, c'est que tu peux faire un taux de conversion qui est 3 fois supérieur versus un webinaire. Ah, mais ça m'étonne pas. Donc, ça te permet quand même en termes de CPL. Imaginons qu'avant, tu dépensais 10 000 euros par mois, par exemple. Tu vois, voilà, tu es un infopreneur qui est installé, mais qui fait pas non plus. Voilà, tu mets 10 000 euros par mois et tu faisais 30 000 euros de chiffre d'affaires. Enfin, pardon, peu importe le chiffre d'affaires. Tu avais un CPL à 10 euros et ça te permettait d'avoir un bon modèle. Là, sur le challenge, en fait, ce qui va être surpuissant, c'est que tu vas te dire, bah, OK, maintenant, là, je peux dépenser 30 000 et avoir un CPL à 15 ou à 17 et en fait, être toujours plus rentable que sur le webinaire, mais en générant beaucoup plus de volume. C'est ça, pour moi, c'est un des effets surpuissants. C'est que le mécanisme, il te permet de convertir tellement que tu peux te permettre d'aller payer un peu plus cher les leads. Mais t'as pas le choix, en fait. Ouais. Les leads vont pas arrêter de monter. Ah, Le mais coût ça, du lead va pas arrêter de monter. Non, mais ça, oui. Donc, tu es obligé de trouver des systèmes qui t'apportent plus de conversion. Après, le challenge, il a quand même un gros pain, une grosse douleur. C'est le risk-reward. Pour faire un challenge, il y a quand même un billet d'entrée que tout le monde ne pourra pas mettre. Je vois souvent entre 20, 30, 40 000 euros pour démarrer. C'est entre le setup, l'agence, parce que se lancer seul à faire ça, à mon avis, c'est suicidaire. C'est quasiment impossible. Parce qu'il y a quand même beaucoup de détails qui font que si tu passes à côté, tu loupes 3 jours de webinaire. Il y a un coût d'entrée qui est quand même pas négligeable. Ça va tendre à diminuer. On va trouver des solutions, c'est sûr. Hein. Peut-être s'associer entre petites entreprises pour mutualiser les bases, etc. Mais il y a quand même un coût et un risque-reward, donc un risque-gain, qui est quand même pas négligeable. Donc c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de réticence. Mais tout ça, ça va sauter au fur et à mesure. Le marché va devenir de plus en plus mature et ça va être géré. Une fois de plus. Mais je vois des petits se lancer, mettre 40 000 euros, c'est-à-dire la trésorerie peut-être des fois de l'année. Pour moi, c'est pas de la gestion. Là. Une fois de plus, c'est un pari. Donc autant aller dans le private equity ou des choses comme ça. Clairement, c'est pas de la gestion. C'est un pari qui est osé. Alors ça passe, tant mieux. Mais c'est comme passer au feu rouge. Hein. Ça peut passer une fois, 2 fois. Mais à prendre des paris comme ça, à un moment donné, il va y avoir une voiture qui va croiser. Et tu vas mettre ta boîte en péril. Moi, déjà, le challenge, je recommande uniquement à des gens qui ont réussi un minimum à scaler sur le webinaire, qui ont prouvé qu'ils étaient à l'aise à vendre en live, qui a l'offre qui fonctionne, leur personal branding, enfin, en gros, que tout fonctionne. Ça te permet de sécuriser quand même beaucoup de choses. Mais je sais pas, imaginons que tu fasses 20K par mois avec une VSL et que là tu dis bon bah je vais faire un challenge, c'est vraiment ça n'a aucun sens. Ouais, puis c'est une grosse base. Si tu as une grosse base de clients, une grosse base mail, c'est un intérêt parce que tu peux commencer à moindre coût. Tu peux mettre de l'optimisation publicitaire, un peu d'ads mais avec beaucoup d'organique. Tu peux trouver une agence qui va pas te coûter trop cher. Une fois de plus, on va réduire les coûts, mais le risk-reward il reste quand même. Et puis même la complexité de ça, c'est que c'est quelque chose qui doit être bien orchestré et que s'il y a un grain de sable dans les 3 jours, ça peut casser complètement la dynamique. Exactement. Bah, je peux te donner un Webinar Jam, que l'outil qui donne des sueurs froides de temps en temps. On a fait un challenge pour un client, Webinar Jam Plante. Bah terminé. C'est fini. Le premier jour, tu as investi 50 000 euros, c'est fini. Tu as toujours moyen de rebondir, mais tu vas perdre en efficience. C'est sûr. Mais là, en l'occurrence, mon client, techniquement, il est incapable de rebondir à la dernière minute. Tu vois. Une agence, elle t'a fait un backup, tu récupères 75% des personnes. Exactement. C'est game changer, tu vois. Exactement. Donc c'est là où effectivement... Et une agence a l'habitude des problèmes, ils font une analyse de risque, ils savent que Webinar Jam, c'est une pondération assez forte. Donc il y a déjà des systèmes, des mails prêts à partir, etc. Exactement. Et c'est la différence. Mais c'est pour ça que je te dis, 2026, pour moi, il y a aucun doute. Il y a toujours des doutes, mais c'est fort probable que ça continue et que ça s'étende. Non, ça va se développer. Et
Peut-être si on doit apporter une petite nuance, c'est que petit à petit, d'ailleurs par exemple, là, si je reprends l'exemple de ce challenge, on en a fait en septembre, tu commençais à avoir des gens qui disaient j'ai déjà participé à des challenges. Ouais. Tu vois. Ouais, Donc t'as les gens, en tout cas dans le marché, qui sont Mm. intéressés par l'investissement, etc., ils ont peut-être fait 1 ou 2 challenges. Donc le Discord, il n'y a plus l'effet waouh. Mm. Les 5 lives, il n'y a plus l'effet waouh. Le live surprise le lendemain, il n'y a plus l'effet waouh, etc. Le Donc, petit robot qui vient synchroniser avec voilà. toi, où tu penses que c'est un humain, Voilà. ça marche Tout plus. ça, ça fait. Ouais. Voilà. Donc, évidemment, tout ça va créer un peu moins d'effet de surprise. Les gens s'attendent un petit peu à ce qui va se passer. Donc, ça va baisser les taux de conversion à niveau marketing équivalent. Ça, c'est certain, tu vois. Donc, ça veut Mais- dire qu'il va falloir lever le niveau de jeu, un meilleur copywriting, etc., pour maintenir les mêmes niveaux de perf. Tu as tout résumé. Le challenge, c'est un outil, Mm. mais ça enlève pas les fondamentaux. C'est que si ton positionnement, Mm. ton produit, ton offre, il est pas bon, le challenge, il va pas faire de miracle. Hein. Ouais. Une fois de plus, hein, les gens, nous, on est tous amenés à être. Moi, je vois beaucoup de marketing. Ouais. Ça m'empêche pas d'acheter des fois sur des impulsions marketing. La Bah oui. rareté, le compteur, le machin, billets d'avion qui montent. Pourtant, je les connais, les outils. Je sais que la plupart sont fake. Mais ça m'empêche pas que si le produit est bon et que j'ai envie de l'avoir, c'est le petit plus qui va déclencher. Donc, le challenge va juste amplifier un bon positionnement. Bien sûr. Ça va pas remplacer un produit qui vaut rien. Bien sûr. Totalement d'accord. Donc, pour répondre, et on enchaîne, le challenge, pour moi, ça va continuer de cartonner en 2026. On verra fin 2026. Moi, je suis pas en mode ça va durer pendant 10 ans, etc. On verra, ça va dépendre comment le marché va réagir, etc. On enchaîne. On va aller sur le high ticket versus low ticket, mais une bonne pratique marketing, c'est de faire un teasing sur la suite. Vous pouvez faire un webinaire en vaisselle. Après, on parlera du delivery. Là-dessus, tu nous lâcheras quelques punchlines. Et surtout, le sujet que tu maîtrises le mieux, cash is king. C'est bien de faire du marketing, c'est bien de faire tout ça, je veux faire du low ticket, du machin. Mais à la fin, combien d'argent il me reste de profit? Comment je gère ça? Comment pas faire d'erreur? Donc les deux dernières questions vont être super intéressantes. Question numéro 3. Low ticket versus high ticket. C'est un peu une des oppositions, un peu comme organique versus ad. C'est des oppositions qu'on a tout le temps. On va pas parler d'organic ad parce que voilà, sinon ça va me faire trop de sujets. Là-dessus, on entend tout et son contraire. Notamment, un peu le discours ambiant aujourd'hui, c'est quand même principalement le high ticket, c'est la réponse à tout. Et ça te permet de tout faire. Toi, c'est quoi ton point de vue là-dessus? Alors, mon point de vue, il est simple. Comme je brasse pas mal de clients qui ont des techniques tous différentes, j'ai des gens qui font du high ticket, il y a des gens qui font du low ticket. Alors, high ticket, juste pour reprendre la définition, c'est des produits qui se vendent plusieurs milliers d'euros. Et low ticket, on ne parle pas de produits à 27 euros. Moi, je parle souvent des produits. Alors, il y a du très, très light. Oui. Puis il y a des produits intermédiaires à 600, etc. Je vois que ça fonctionne sur différentes entreprises. Donc, je sais que ça fonctionne. Tout fonctionne. Tout ce que tu viens de dire fonctionne. Et le problème que je vois là-dedans, c'est que les gens essaient d'opposer des systèmes alors qu'il n'y a pas d'opposition. C'est est-ce que l'entrepreneur est plus à l'aise à vendre du produit cher ou pas cher? Moi, j'ai eu des clients quand ils démarraient à l'époque qui ne voulaient pas vendre des produits à plus de 47 euros parce qu'ils n'étaient pas à l'aise, parce qu'ils ne voyaient pas que machin. Ouais. Donc, on va enlever la partie émotionnelle, mais pour moi, le high ticket et le low ticket, ça fonctionne. Il y a un problème quand tout le monde fait la même chose. Parce que de façon mathématique, on est en train de saturer un marché avec un modèle économique et que fondamentalement, un marché équilibré, c'est des produits d'entrée, moyens et haut de gamme. Les téléphones, il y en a 50 balles, 100 balles, à 800 balles et à 1700, je crois, l'iPhone, ou 1800 ou 2000. Dire que le marché de l'infoprenariat est qu'à 10 000 ou 15 000 ou 30 000, pour moi, c'est une blague, quoi. Ça n'existe pas. Et j'ai vu des gens sortir plus de rentabilité sur des low tickets que sur des high tickets. Donc, les deux fonctionnent. Après, l'accès au high ticket / low ticket ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que l'entrepreneur, c'est surtout lui qui va fitter avec un ou l'autre. Parce que ça demande des compétences pour l'un, plus de compétences pour l'autre. Le high ticket à petit volume, si tu fais 200 300 000 euros par an, tu es dans la zone invisible, donc tu vas faire des belles marges. Dès que tu vas voir scaler, ça te demande plus de capacité. Pour moi, c'est plus les capacités de l'entrepreneur et des équipes que de low ticket, high ticket. Et puis la volonté. Est-ce que je veux accompagner les gens de façon individuelle? Donc forcément, je suis obligé d'intégrer des coûts et donc monter les prix. Ou est-ce que je veux bombarder le marché d'informations avec du low ticket ou de méthodologie avec du low ticket? Pour moi, c'est juste le sujet. Parce qu'après, les deux fonctionnent. J'ai entendu récemment quelqu'un dire que le low ticket ne marchait pas. C'est complètement faux. C'est d'avoir une vision biaisée de la réalité parce que ce n'est pas une personne que j'ai vue, ce n'est pas deux. Je vois un certain nombre de personnes sur le marché français, et je ne parle même pas aux US, qui font du low ticket et qui fonctionnent bien. Et j'ai vu des gens du high ticket copier ces gens-là, mais comme tu copies ce qui est visible
et que le secret du low ticket, c'est dans l'invisible, bah, il te dit ça marche pas. Et c'est juste parce qu'ils n'ont pas réussi à le faire que ça marche pas. Ouais. C'est pas parce que le produit ou le processus ne marche pas. Eux n'ont pas réussi à le faire. Et c'est pas une science exacte. Et c'est là où on fait la différence entre l'expérience et l'expertise. L'expérience, c'est j'ai une expérience dans une thématique et je déroule. Ouais. L'expertise, c'est j'ai fait 360 du marché. Je sais exactement, j'ai testé tout un. Je sais dire à telle personne que son processus, son produit, etc., ce sera celui-là. C'est la grosse différence. Et aujourd'hui, les gens confondent expérience et expertise. Il y en a beaucoup qui ont des expériences et qui les promuent. Mais dire que leur expérience est la meilleure, c'est faux. Une fois de plus, c'est je ne sais pas ce que je ne sais pas. Et donc, ils ne savent pas juste faire du low ticket. Moi, je rajouterais juste que sur les à peu près 25 webinaires qu'on a fait, on a fait des offres à 500 € comme à 10 000 €. J'ai vu des webis cartonnés dans les deux cas et des webis flop dans les deux cas. J'ai pas vu de lien directement de cause à effet avec le prix. On en parlait tout à l'heure en préparation. C'est aussi lié au market fit, finalement, entre ta cible, ton personal branding et ton offre. C'est aussi la cohérence de l'intégralité. Si, par exemple, tu apprends à faire du high ticket et que tu vends un low ticket pour ça, bah, je fais un exemple basique, il n'y a pas de cohérence là. Non. Voilà. Non. C'est tout bête, tu vois, mais voilà, il faut qu'il y ait une cohérence aussi sur l'intégralité par rapport à ton persona. Quand tu fais appel à un avocat, tu t'attends à du high ticket et par exemple, ça fait sens, tu vois, si un avocat te facture un truc à 120 €, ça fait bizarre, tu vois, pour relier un contrat. Voilà, en fait, il y a aussi une notion de cohérence. Et je rajouterais peut-être un dernier truc sur le high ticket. Le high ticket, quand même, je pense, l'année dernière, a eu vraiment le vent dans le dos parce que c'était pas la technique la plus utilisée. Donc, c'est-à-dire que les prospects ont été assez réceptifs. Là, on arrive à la fin de ce cycle-là. Donc, ça va devenir, entre guillemets, aussi dur que les autres types de ventes. Ça va perdre de son intérêt, tu vois, que ça a eu temporairement. Et le high ticket génère quand même aussi une structure de coût qui est différente. Exactement. Aujourd'hui, les sales, structure de coût et gestion humaine. Structure de coût, si tu prends tes sales plus le head of sales, quand tu commences un petit peu à grossir, ça va être entre 15 et 20%. C'est quand même... C'est parfois même un peu plus. C'est parfois plus. Le delivery, tu vas en avoir au moins un minimum pour 20%. Donc déjà, tu prends 40% dans ton étiquette. Donc entre vendre, on va simplifier, on va dire 1 000 Et €. t'as oublié la pub. Oui, mais dans les deux cas, tu as de la pub. Ouais. Entre vendre 1 000 € ton low ticket ou 3 000 € par exemple ton étiquette, si tu as perdu 40%, tu vois, il y a des sujets qui se... Plus, donc ça c'est la partie financière, mais plus tu as de la gestion humaine. Qui dit gestion humaine aussi dit du défocus parce que tu dois gérer des coachs, tu dois gérer soit tes sales en direct, soit ton head of sales, soit tu as du turnover, du recrutement, etc. Donc tout ça, ça prend aussi du temps versus un modèle low ticket où c'est plus automatique, etc. Mais voilà, moi j'ai pas de conviction sur l'un ou sur l'autre. Il y a des avantages, des inconvénients aux deux, mais Moi, voilà. j'ajouterais un truc. Ouais. Un produit à 27 ou 37, comme on voit, tu ne gagnes pas d'argent à Ah bah vendre non. qu'un produit à 37. C'est C'est impossible. la continuité qui va être importante. Exactement. C'est souvent, on inhibe la publicité. La théorie, c'est tu inhibes la publicité. Donc, tu payes la publicité avec ton produit en front. Alors, bien sûr, il y a upsell, downsell, etc. Ouais. Et après, tu scales. Donc, Ouais. tu enlèves un peu de risque quand tu le gères bien. Mais ça demande un niveau marketing un peu plus fort que si tu vendais avec du webinaire, un closer, etc. Mais si tu gères bien, le scale est... Moi, je l'ai vu, le scale est plus sécurisé. Après, tu as le middle price. C'est entre 600 et 1 000 €. Là, tu fais un webinaire, live, tac, tu closes, tu n'as pas de closer, tu n'as rien comme Dan Andry le fait. Et tu peux vivre uniquement sur un produit à 1 000 €. Puis après, tu upsell forcément parce que tu dois avoir une profondeur d'offre. Et après, tu as les gens qui vendent que du high ticket, 5, 10, 15 et plus, où là, il faut toute une armada. Mais en fait, ça va te demander des compétences différentes. Quelqu'un qui est très bon en marketing, mais très mauvais en management, bah, il va s'orienter sur les deux premiers choix. Parce que tu as moins de gestion à faire. Si ton persona Voilà. va... Ouais. Un high ticket, bah, il va falloir gérer des closers, des coachs, etc. Et on sait bien que c'est pas simple de gérer des humains. Ouais. Donc, c'est pour ça que on peut pas dire bon, tout le monde, vous faites tous du high ticket ou tous du low ticket. C'est fonction. Après, il y a de la profondeur d'offres, il y a des techniques, etc. Les trois fonctionnent. Mais globalement, là où on va rencontrer des problèmes, c'est quand tu vas voir le scaler. C'est quand tu vas commencer à faire de 300 à 500, de 500 à 1 million par an, etc. C'est là où tu vas avoir des problèmes de structure, de gestion de coûts, etc. Au début, c'est simple. Tu peux faire les trois, ferme les yeux, jusqu'à 200 000 €, il ne va rien se passer. C'est quand tu vas voir le scaler que je vois beaucoup de boîtes, et c'est là où j'interviens, commencent à se casser les dents sur un modèle économique qui n'est pas adapté. Totalement d'accord.
C'est vrai que le high ticket, souvent, ceux qui démarrent font les appels eux-mêmes, le coaching eux-mêmes. Ça marche Et bien, ils gagnent ça- d'argent. C'est même beaucoup plus rentable que de C'est faire super rentable. un ticket. Et Exactement. ça demande d'être beaucoup moins bon en marketing, Exactement. ce qui est quand même une des parties qui est plus dure aujourd'hui. Parce que tu compenses ton défaut de par un appel de marketing vente. par un appel de vente Ouais. où tu as créé du lien, Ouais. de la sympathie, etc. Donc, on n'oppose pas les deux en synthèse. Les deux, pour moi, Moi, en tout cas, je les oppose fonctionnent. pas. Ouais, ça peut fonctionner. De toute façon, ceux qui font du low ticket, là où ils gagnent de l'argent après, c'est sur un high ticket. Exactement. Enfin, voilà. Et c'est important de savoir où est-ce que je mets ma marge. Oui. Parce qu'on parle souvent de ROI, etc. Ça, c'est bien à un Ouais. niveau primaire. Ouais. Quand tu commences à monter à des niveaux intéressants, c'est où est-ce que je mets ma marge. Des Ouais. fois, je suis prêt à perdre de l'argent en front, donc au début, Ouais. parce que derrière, je sais que dans ma LVT, donc dans le panier moyen de mon client, je vais récupérer derrière. Mais ça, on rentre dans de la stratégie. Mmh. Et donc là, on n'est plus dans l'amateurisme pour pouvoir scaler. Tu es obligé d'avoir quand même une stratégie et avoir des notions du marché pour pouvoir prendre ce genre de choses. Ok, on passe à la question 4, donc sur le delivery, et après on finira sur la question 5, cash is king. On va essayer de faire rapide celle-là pour avoir plus de temps sur l'autre, parce que je pense que tu auras beaucoup de choses à nous dire. La critique qu'on fait tout le temps aux infopreneurs, c'est vous êtes bon en marketing, mais derrière, ça ne suit pas. Le delivery, ça ne suit pas. Voilà. C'est la critique qu'il y a depuis le début, quasiment, sur le marché. C'est ce qui fait aussi peut-être que l'infopreneur n'est pas 10 fois plus gros aujourd'hui. Ouais. C'est que les gens sont très sceptiques par rapport à ça. Mm. Pourquoi le delivery s'est laissé par certains infopreneurs? C'est pas le cas de tout le monde, hein, parce que certains font vraiment un taf de malade. Mais pourquoi ils le délaissent? Alors, pour moi, Certains. il y a plusieurs notions là-dedans. J'essaie pour pas se faire trop de... Non, mais il y a des gens qui font un très bon travail. Ouais. Et après, il faut faire attention au bruit. C'est-à-dire que si tu vas sur Amazon, tu prends iPhone 17 ou 18, tu as quand même 1% des gens qui vont dire qu'il vaut 1 étoile sur 5. Exactement. Mais est-ce que ça, c'est représentatif de la globalité? Non. Donc, il faut d'accord. faire attention au bruit des gens qui n'ont pas Oui. aimé un produit, etc. Parce que plus tu feras de volume, plus forcément, tu auras des gens qui ne seront pas contents. Mais il y a plusieurs notions là-dedans. C'est la valeur perçue, la valeur reçue. Et souvent, c'est l'inéquation entre les deux. Il faut savoir que quand tu vas dans ce genre de produit très cher, pour beaucoup, ils mettent leur vie dedans. Hein. Ils préfèrent mettre 30 000 balles dans une voiture que 30 000 balles pour eux. Mais 30 000 balles pour eux, c'est une dépense. Donc, ils veulent un retour sur investissement tout de suite. Donc, ils se sont imaginés, parfois, avoir des résultats qui n'ont jamais été vendus. Et ça, je l'ai déjà vu dans pas mal de clients. Donc, il y a la valeur perçue, la valeur reçue. Et la valeur, c'est quoi? Pour moi, il y a 3 niveaux. C'est la connaissance que tu auras acquis, l'expérience / l'expertise, qui sont 2 choses différentes. Et puis, il y a le marketing. C'est ça qu'ils achètent, les gens. La connaissance, c'est une commodité. Ça vaut rien. Maintenant, avec ChatGPT, tu peux avoir la connaissance. La structuration de la connaissance, ça vaut un peu plus, mais ça vaut pas grand-chose non plus. Et il y a vraiment du contenu sur YouTube partout. Ouais, mais même ChatGPT, il arrive si tu creuses bien un sujet, il t'arrive à te sortir des trucs intéressants. Ouais. Mais ce qui va manquer à ChatGPT et à tout ce que tu trouves, c'est l'expertise ou l'expérience, qui est souvent gérée par un coach. Et puis il y a le marketing. On t'a vendu une promesse, un résultat. Un résultat, normalement, théoriquement, ça ne se vend pas. On ne peut pas vendre un résultat, sinon tu fais une prestation. Et donc là, il y a souvent... D'ailleurs, la DGCCRF adore maintenant aller sur les infopreneurs parce qu'il y a beaucoup de publicités qu'ils estiment trompeuses, voire frauduleuses. Ok. Donc déjà, il y a ces 3 niveaux-là. Mais il y a le niveau central qui est l'expertise et l'expérience. Quand tu payes 15 ou 20K, tu t'attends à avoir en face quelqu'un qui a du répondant, à la hauteur de tes attentes. Et en fait, qu'est-ce qui se passe du point de vue de l'infopreneur ou de l'entrepreneur? Peut-être, là, tu es sur des gros chiffres, mais peut-être si on prend le cas plus typique de 5K, qui est le... C'est pareil. Oui, mais voilà. 5K, c'est juste pour que les gens... Tu vas saigner quelqu'un qui, pour lui, 5K, c'est beaucoup. C'est énorme. Et puis, il y en a qui vont se dire, bon, c'est dans mon apprentissage et tu les entendras pas parler, ils vont adorer la formation. C'est pour ça qu'il faut faire attention à qui tu fais rentrer. Mais comme on est dans un marché de volume, on fait rentrer un peu tout le monde. Même si on te dit, je te fais faire un audit de positionnement pour voir... Non, à la fin, tout le monde peut rentrer. Et il est là le problème. C'est qu'il y a des gens qui ne devraient pas rentrer dans du 5K. Donc, globalement, si on fait une analyse de l'autre côté, donc il y a un côté où on a des attentes et de l'autre côté, il y a des coûts. La pub, 35, 40, 45% du chiffre d'affaires. Les closers et tout le système de closing, 15, 20% avec les setters, etc. Donc là, on est déjà à 60 minimum, plus la délivrabilité, qui est le coach. Plus la marge. La marge, les infopreneurs ne vont pas rogner dessus. Il faut payer leur train de vie quand même. Non, mais à un moment donné, il y a un train de vie à payer. Donc, on va rogner sur quoi? Sur le coach. On va essayer souvent de prendre des coachs moins cher. Et qui dit moins cher, moins d'expérience, parce que l'expérience se paye. Donc, tu vas mettre en face un client, parfois avec un coach qui a de l'expérience, ou peu, et pas d'expertise. Et donc là, des fois, ça ne fit pas.
Parce que le résultat, il n'arrive pas. Pourquoi? Parce que un jugement qui est faux, qui n'est pas bon, etc., vient désorienter le bordel. Fondamentalement, d'un côté, il y a un espoir, et de l'autre côté, il y a une histoire aussi de coût. Et les deux, quand tu les matches, parfois, sur certains clients, et c'est là où il faut qu'il y en ait le moins possible, il n'y a pas une satisfaction pleine. On n'est pas équilibré. Donc, pour moi, il est en grande partie là. Et après, il y a sur le fonctionnement de l'infoprenariat en tant que tel. On est sur du court-termisme. Le fonds de commerce d'une boîte d'infopreneurs vaut zéro. Il y a encore des gens qui pensent que leur boîte vaut de l'argent, ça vaut rien. Ouais. Donc, in fine, ils sont obligés de faire du flux. Donc, ils sont obligés de comprimer les marges qu'ils peuvent comprimer. C'est la partie coaching. Et pour moi, la formation du futur, ce sera moins de connaissances et plus d'expérience. Alors qu'aujourd'hui, on fait beaucoup d'e-learning, donc de l'expérience, 4, 5 heures de coaching. Pour moi, ça va s'inverser. Parce que la connaissance, c'est bien. Se mettre devant un écran pendant 20 heures, c'est super. Mais ce qui compte, c'est comment tu le mets en pratique, comment tu montes en compétences pour atteindre tes objectifs. Ok. Donc, si je dois synthétiser, c'est une notion de marge, finalement. De marge et de réalité. De coûts marketing, de sales, etc. Ouais, de réalité. Puis après, de volume. Il faut voir dans la globalité qui est content de qui n'est pas content. Je pense qu'il y a un autre truc aussi, c'est ceux qui délaissent le delivery ne sont pas assez pénalisés. Tu vois, quand en agence, si je fais un mauvais delivery, le client ne me paye pas. Et du coup, je ne le vends pas mon truc tous les mois. Et il me fait pas de. Tu vois, et j'ai alloué beaucoup de temps sur lui, etc. Je suis pénalisé tout de suite. Je suis incentivé dans l'infoprenariat, on a moins ça. Tu as la garantie, mais qui n'est pas appliquée. Ouais, bon, les garanties. Oui, les garanties qui ne sont pas appliquées. Et ça, le problème, il est là. C'est surtout que les garanties sont inatteignables. C'est surtout ça le problème. Et c'est pour ça qu'on se retrouve parfois. Si moi je te fais une garantie, je te dis il faut que tu aies fait minimum 100 webinaires pour qu'on voit que mon travail paye. Ouais, mais là, c'est un autre problème, c'est la résilience. C'est qu'il y a beaucoup de clients, au bout de 2-3 webinaires qui ne marchent pas, ils arrêtent. Oui, mais de là, par exemple, je te donne un cas exagéré, mais qui est le cas de beaucoup de gens qui mettent des garanties comme ça. Si je te dis 100 webinaires, c'est un peu abusé. Mais toi, t'es client et que tu vois qu'une garantie t'oblige à faire 100 webinaires, tu sais que la garantie, tu ne l'appliqueras jamais. Oui. Donc, soit tu y vas parce que tu crois au produit, mais tu ne vas pas pour la garantie. Ouais. Ok, je veux qu'on passe à Cash Whisking. Question 5. Ça, c'est un truc que tu as dû voir, qui a dû te sauter aux yeux, on en a déjà parlé. L'infopreneur, c'est un business en théorie à cash flow. Hein, on ne construit pas forcément d'actifs. On construit un personal branding qui a une valeur patrimoniale quelque part, puisque tu peux le réactiver, tu peux lancer d'autres business. Mais le principe, c'est que c'est de créer un business à cash flow. Soit tu t'en sers justement pour aller investir, etc., faire d'autres choses, te lancer dans d'autres secteurs, etc. C'est un peu ça, moi, ma vision de base sur l'infopreneur. Toi, c'est quoi les erreurs fréquentes que tu vois dans la gestion financière d'infopreneur? Je sais qu'il y en a pas mal. Si tu peux nous en partager quelques-unes. Je vais juste reprendre un élément que tu as donné. Personal branding, pour moi, c'est du cash flow. Pourquoi? Parce que du jour au lendemain, ça peut se détruire. Ouais. On en a vu beaucoup, des infopreneurs, des influenceurs. Du jour au lendemain, leur cote a chuté pour X ou Y raison. Une affaire, peu importe l'affaire. Pour moi, c'est du cash flow. C'est tant que tu es dans le top du trend, il faut en profiter. C'est du cash flow parce qu'à un moment donné, ça redescend. Non, c'est vrai que tu as raison. Par exemple, un gars comme Squeezie. C'est une exception. Ouais, c'est une exception. C'est une entreprise, c'est une exception. Ouais, bon, ok, on pourrait rentrer dans le sujet, mais pour moi, c'est une exception. On a le compteur en face, donc ce sujet, il est bien, on le gardera pour la prochaine fois. Les erreurs que je vois souvent, il faut juste reprendre l'histoire si tu restes dans l'infoprenariat, parce qu'il y a aussi tout ce qui est organisme de formation qui est un autre sujet. Mais dans l'infoprenariat, il faut reprendre l'histoire. C'est que c'était un marché qui a été ouvert à des gens qui n'étaient pas normalement faits pour être entrepreneurs au début. Moi le premier, je n'ai pas été fait pour être entrepreneur, j'ai pas les études spécifiques pour ça. Et donc on est rentré, ou en tout cas ce marché-là est rentré par des gens qui ont vu une opportunité avec des compétences marketing fortes, qui ont créé au début une auto-entreprise sans comptabilité, gestion de comptabilité, puis une entreprise, puis maintenant ils partent à l'étranger et la comptabilité on oublie. Mais moi les erreurs fréquentes que je vois, c'est il n'y a aucune gestion financière. C'est souvent des gens qui sont très très bons techniquement, marketing, copywriting, bref, ils ont une compétence et une skills très forte, mais ils n'ont pas la compétence nécessaire pour scaler une boîte qui est la gestion. Et la gestion est primordiale. Tu peux être moyen en marketing / en stratégie, et si tu es très bon en gestion, ta boîte va perdurer. Tu feras moins de cash, mais sur le long terme, en investissant bien, tu vas gagner plus d'argent. Quelqu'un qui est très bon en marketing, mais très mauvais en gestion, et on en connaît, je ne citerai pas de nom, leur boîte, elle ne dure pas longtemps. Ils disparaissent. Et après, ils reviennent à un plancher, à un seuil où la gestion est beaucoup moins importante. Premier point, c'est la gestion. C'est confondre, par exemple, chiffre d'affaires. J'entends souvent parler de chiffre d'affaires. Ça ne veut rien dire. Tu me parles de quoi? D'encaisser? De facturer? D'encaissable? Tu me parles de quoi?
Chiffre d'affaires, ça veut C'est rien. pas mal le encaissable. Encaissable, mais oui, parce que tu prends 10 fois, ton produit n'est pas bien délivré, au bout de 3 fois, ils arrêtent, bah, tu as perdu 7 mois sur 10. Sur 10. Donc, tu as dit, oui, j'ai facturé 10 000 euros, mais en fait, on a encaissé 3. Ce qui compte à la fin pour payer les factures, ce n'est pas les 7 000 hypothétiques de rêve, c'est les 3. Donc déjà, juste quand je rentre dans ce genre de sujet, deuxième point, quand j'arrive dans une boîte et que je l'audite et que je demande les KPI ou les... C'est quoi les KPI ce que tu demandes? Bah, c'est le bilan financier qui permet de piloter l'entreprise au mois, à la semaine, au quotidien. Si c'est une grosse boîte, il faut le faire au quotidien. Donne-moi ton board principal qui te permet de gérer ta boîte. Des fois, on m'envoie 5-6 fichiers Excel avec 40 000 data. Et je dis, mais c'est quoi tes KPI principales? C'est quoi les 5? Incapable de me dire. Et pire encore, des gens qui gèrent leur boîte en regardant ce qui reste sur Revolut. Je l'ai vu 1000 fois. Je lui dis, mais c'est quoi ton BFR? Bah, je sais pas, j'ai X milliers d'euros sur Revolut. C'est pas une gestion, ça. Non, mais c'est pas une gestion. Pour moi, c'est tout sauf une gestion. Mais je pense qu'on a tous fait ça au début. On l'a tous fait au début, mais tu peux pas scaler sur ça. Parce que quand tu es au début, tu peux te permettre de perdre de l'argent parce que tu vas compenser avec du temps. Tu vas travailler plus, tu vas travailler le samedi, le dimanche, tu vas être épuisé, etc. Mais tu vas compenser indirectement par autre chose. Quand tu es 1 pour 1, quand tu es 1 et tu as 10 personnes, ton temps à toi ne représente plus qu'un dixième. Donc, tu peux plus compenser comme tu veux. Donc, tu vas le compenser par du cash. Donc, quand tu me dis que quand tu as 10 personnes ou 15 personnes que tu regardes, tu as un état financier par rapport à ton relevé Revolut, c'est impossible. C'est quoi ton BFR, etc. Quand je demande les KPI, c'est quoi qui te permet de piloter au quotidien. Et à partir de ce pilotage-là, les 5 indicateurs ou les 6 ou peu importe le nombre d'indicateurs doivent découler sur tes différents services. Par exemple, ton chiffre d'affaires et ta marge opérationnelle, entre les deux, c'est quoi? C'est tes coûts opérationnels. Tu peux expliquer marge opérationnelle? Ouais, je vais faire très simple. Chiffre d'affaires, c'est ce que tu encaisses. Moi, je ne parle pas d'hypothétique. Qu'est-ce que tu as encaissé? Ok. Et marge opérationnelle, c'est pour encaisser, par exemple, 10 000 euros, tu as dû mettre des frais, tes coachs, les outils des coachs, etc. Tout ce qui est lié à ta génération de chiffre d'affaires. Tu me suis? Ouais. Pour délivrer le service. Pour délivrer le service. Donc, c'est pour l'opération. Tu fais chiffre d'affaires moins les coûts d'opération, te fait ta marge opérationnelle. C'est combien, en fait, c'est quoi ton ROI sur l'investissement opérationnel. Okay. Et à partir de là, tu peux voir, si tu es par exemple à 20%, sur le secteur, c'est un peu faible. Tu as un problème dans l'opération, dans les coûts d'opération. Donc là, on va regarder comment est structuré ton programme, comment tu délivres, qu'est-ce qu'il y a dedans, le nombre de personnes, combien tu les payes, etc. Donc c'est soit tu as un problème de pricing, c'est-à-dire que tu ne le vends pas assez cher par rapport à ce que tu délivres, ce que tu mets dedans, ou l'inverse, c'est que tu mets trop d'opérations sur le... Ça, c'est un équilibre. Et tu vas prendre tes 4-5 indicateurs qui vont après te permettre, et qui vont me permettre, quand j'audite, de trouver tout de suite le goulot d'étranglement qui fait que la boîte ne peut pas scaler. J'en ai accompagné un récemment, il ne regardait pas les bons metrics, il faisait du low ticket. Il avait un pilotage sur un indicateur qui n'était pas bon. Et donc, à chaque fois qu'il gagnait de l'argent, il le reperdait le mois d'après, parce qu'en fait, il ne regardait pas le bon indicateur. Et tout le challenge du travail, c'était de mettre le bon indicateur quotidien qui devra suivre et qui, derrière, vont permettre d'aller voir les différents services qui ne performent pas. Parce qu'on est quand même dans un métier où la performance est importante. Moi, il y a un truc que tu m'avais dit qui ça m'avait vraiment touché, au sens positif, c'est on avait parlé de mes KPIs et tu m'avais dit, en fait, ta team n'est pas incentivée sur les KPIs qui comptent pour toi. Tu peux peut-être expliquer ça? Oui, sans donner... Dans ton cas, sans donner des exemples, si dans la partie opérationnelle, ils n'ont qu'un fixe, ça veut dire que c'est toi qui vas prendre toute la responsabilité du résultat. Qui délivre ou qui ne délivre pas, en fait, pour eux, c'est pareil. Donc, en fait, tu as créé dans une petite boîte des salariés qui vont rentrer à 9h et à 17h et qui vont ne pas être efficients, mais en fait, fondamentalement, ce n'est pas très grave parce qu'ils seront payés. Donc, de ne pas mettre une variable sur l'exploitation, donc sur la production, pour moi, c'est une erreur. Une autre erreur que je vois, parce que le temps il est en train de filer, alors ça, par contre, ça me broie le cerveau, c'est quand je vois des gens qui arrivent à faire du cash, j'en ai eu un récemment, 2, 3, 4, 5 millions, qui dort dans un compte non rémunéré et qui me dit « Ouais, mais je m'intéresserai à rémunérer mon cash quand j'aurai atteint 10 millions. » Je vais juste te montrer un calcul. Tu vois, 5 millions, tu l'investis sur le SP500, donc sur un ETF, sur un produit financier, mais très basique. En 2024, il a fait 25%. Tu fais 25% de 5 millions, voilà ce que tu as potentiellement perdu à laisser dormir ton cash. Et donc, j'ai fait le calcul, pourrait gagner plus d'argent en faisant travailler son cash que ce que lui fait tous les jours pendant 1 an pour générer des revenus avec sa boîte. Donc, parfois, on va courir après le chiffre d'affaires et gagner un maximum d'argent. Ouais. Et à côté, on a un levier incroyable qu'on laisse dormir. Et ça, tu le mets sur 5-10 ans, ça change le game. Ça veut dire que derrière, tu peux te mettre moins la pression, moins de chercher à faire du chiffre d'affaires ou de la marge à tout prix, mais en travaillant bien ton cash, en travaillant bien tes finances, en travaillant bien ton flux de trésorerie,
tu peux gagner plus d'argent. Et autre point, et je finirai là-dessus, la croissance à tout va, dans l'espoir d'atteindre un palier, ça brûle du cash. Ouais. Donc bien définir ce qu'on veut atteindre et pourquoi. Souvent, moi, avec des boîtes, je dis, attends, on va diminuer tes ressources, on va diminuer légèrement ta croissance pour augmenter ta marge. Parce que la croissance à 2 chiffres, c'est techniquement difficile, mais en tout cas, financièrement, ça coûte beaucoup d'argent.